Donc, pour le deuxième TP, ça sera l'extraction et l'identification des lipides alimentaires. Je vais commencer par un petit aperçu des lipides alimentaires. Donc, un petit aperçu sur les lipides alimentaires. Donc, premièrement, les lipides alimentaires. Bon, donc les lipides alimentaires, se composent principalement donc de triglycérides, un peu de cholestérol. L'animation ne suit pas. Donc bon, le temps que redémarre le PowerPoint et que je puisse reprendre ou commencer plutôt le TP, je vais vous expliquer par rapport au compte rendu. En fait, on va faire le même compte rendu que la première fois. C'est-à-dire, je vais vous envoyer un compte rendu type avec des questions auxquelles vous allez répondre. Bon, vu que ça va être un TP ça va être théorique, ça va pas être de la pratique, donc il n'y aura pas de résultats interprétés. Donc ça sera des questions en rapport avec les techniques qui sont utilisées et tout. Donc comme pour le premier TP, vous faites vos recherches sur Internet, euh, et vous écrivez, vous répondez aux questions. J'insiste sur deux points. Alors en corrigeant le premier TP, comme j'ai trouvé beaucoup d'entre vous qui ont fait du carrément copier-coller, où je trouve les mêmes phrases dans tous les comptes rendus, donc même si parce que je vais vous envoyer c'est-à-dire les notes avec détail, de la correction. Parfois même s'il y a une bonne réponse, c'est pas la note complète à partir du moment où c'est copier-coller. J'ai enlevé peut-être 0,25 ou ça dépend des questions. Et j'insiste aussi sur un point parce qu'il y a au moins deux, il y a au moins deux sous-groupes qui m'ont donné exactement le même compte rendu, mot pour mot, faute par faute, même les fautes d'orthographe, même les fautes de frappe, même les fautes de... Tout était pareil, c'est-à-dire qu'ils ont pris le compte rendu d'un autre sous-groupe, ils ont mis leur nom, et donc à partir de ces deux sous-groupes, vont avoir, j'avertis dès maintenant, vont avoir la note du TP divisée par 2. Voilà. Donc pour les deux sous-groupes qui m'ont donné exactement le même compte rendu. Donc c'est à vous de vous rattraper sur le prochain. Ce compte rendu, je vais vous donner un barème sur 10 points. Et, et donc après, je vais multiplier par 2 pour faire une note sur 20 points. Et on va faire la moyenne entre TP1 et TP2 pour avoir une note de TP globale. Voilà. Donc, j'espère que maintenant ça va marcher. Je vais vous partager l'écran et on va reprendre le TP. Donc voilà. Alors, les lipides alimentaires. Tout. Alors, écoutez, bon, euh, j'arrive pas à lancer j'arrive pas à lancer le PowerPoint, donc je dois avoir un problème dans mon PC qui me fait ça. Bon, si j'arrive pas à le lancer d'ici, je sais pas moi, je pense que on pourra pas avancer dans le TP. Et à partir de là, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Alors,
repartage l'écran. Donc, les lipides alimentaires sont composés majoritairement de triglycérides. Environ 90 à 95% de tous les lipides alimentaires sont des triglycérides. À côté, on va trouver des phospholipides, des sphingolipides et aussi des esters de cholestérol. Il faut savoir que le cholestérol, vraiment, il est présent en toute petite quantité dans l'alimentation. C'est pas vraiment. D'ailleurs, on revient sur la notion d'apport en cholestérol exogène. Les aliments qui contiennent du cholestérol sont mauvais pour la santé, etc. Parce qu'au final, ça ne contient pas beaucoup de cholestérol, sauf si on exagère vraiment. Donc, parmi tous ces triglycérides, phospholipides, sphingolipides et esters de cholestérol, ce qui les constitue, l'unité qui les constitue, c'est les acides gras. Donc, on va avoir plusieurs types d'acides gras. Donc, vous avez des acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Donc, on va commencer par les acides gras saturés. Les acides gras saturés, on les appelle des acides gras non indispensables. Ils sont non indispensables parce que l'organisme, en fait, il peut les fabriquer, les synthétiser. On peut synthétiser par exemple des acides gras, surtout à partir du sucre. C'est pour ça qu'un apport excessif en sucre conduit à une augmentation de poids par augmentation de la masse grasse. Donc à partir d'une molécule de glucose, si elle n'est pas stockée sous forme de glycogène ou carrément glycolysée pour donner de l'énergie, elle va aller vers la synthèse des acides gras. Donc les acides gras saturés ne sont pas indispensables pour l'organisme, c'est-à-dire on n'a pas vraiment besoin d'une source exogène d'acides gras saturés. Cependant, bon, on va trouver plusieurs types, déjà dans l'alimentation, plusieurs types d'acides gras saturés. Et ils seront classés selon la chaîne carbonée, c'est-à-dire l'acide gras. Donc, on a plusieurs carbones. Donc, vous avez des C4, par exemple, dans le sens où il y a 4 atomes de carbone. C'est une chaîne qui a 4 atomes de carbone. On les appelle les acides gras saturés à très courte chaîne, c'est-à-dire qu'ils sont très petits. Comme par exemple l'acide butyrique qui contient 4 atomes de carbone et qui est retrouvé dans les produits laitiers. Il faut savoir que les acides gras à très courte chaîne, comme l'acide butyrique, on a trouvé un lien protecteur entre l'apport en ces acides gras à très courte chaîne et les cancers colorectaux. Donc, cancer colorectal, euh, apparemment, l'apport en acide butyrique protège un peu du cancer colorectal. Vous avez aussi des acides gras saturés à chaîne moyenne. Donc, ils ont plus de 4 atomes de carbone, on va dire jusqu'à 10, 12 atomes de carbone. On les appelle à chaîne moyenne. Ils ne sont pas nocifs, c'est-à-dire qu'ils ne créent pas de pathologie lorsqu'on les utilise, lorsqu'on les consomme. C'est-à-dire ils ne prédisposent pas à une pathologie. Et ils sont surtout utilisés en nutrition clinique. Dans nutrition clinique, c'est quand, par exemple, une personne n'arrive pas à s'alimenter, elle n'arrive pas à manger correctement, on va lui donner ce qu'on appelle nutrition entérale ou parentérale, c'est-à-dire elle va être soit alimentée par une sonde du nez vers l'estomac directement, donc l'aliment ne passe pas par la bouche, soit on va donner carrément une alimentation en intraveineuse. Et l'alimentation de la nutrition clinique, on utilise des acides gras à chaîne moyenne parce qu'ils sont rapidement absorbés, surtout lorsqu'on utilise les sondes nasogastriques, donc du nez vers l'estomac. Par rapport aux acides gras à très longue chaîne qui nécessitent un long travail digestif une longue digestion pour être absorbés. Et donc, à côté des acides gras à chaîne moyenne, on a des acides gras saturés à chaîne longue, comme l'acide laurique, myristique, palmitique, donc comme l'huile de palme par exemple,
et ce sont les plus abondants dans l'alimentation. Donc en fait, les acides gras à très courte chaîne et à chaîne moyenne, on les retrouve dans l'alimentation, mais pas vraiment. Ce qu'on trouve le plus, c'est les acides gras saturés à chaîne longue. Et ces acides gras saturés à chaîne longue, s'ils sont consommés en excès, eux, ils peuvent être nocifs et ils peuvent donner, par exemple, de l'athérosclérose, par exemple. Alors, pour les acides gras saturés, en fait, il est recommandé de ne pas dépasser 12% de l'apport calorique journalier. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas encore, l'alimentation, donc entre glucides, lipides et protéines, on suggère environ 30% de lipides. Et dans ces 30% de lipides, il faut qu'il y ait 12% maximum d'acides gras saturés. Les autres doivent être des acides gras monoinsaturés, polyinsaturés. Donc ça, c'est pour les acides gras saturés. Pour les acides gras maintenant, monoinsaturés. Les monoinsaturés sont également non indispensables, comme par exemple l'acide oléique. Ils sont non indispensables toujours parce que l'organisme peut produire des acides gras monoinsaturés. Ça veut dire que c'est comme un acide gras saturé, seulement il contient une seule insaturation, donc une seule liaison, double liaison. Ces acides gras monoinsaturés sont un substrat préférentiel de l'enzyme estérifiant le cholestérol. Donc l'intérêt de l'utilisation des acides gras monoinsaturés. Il favorise la synthèse des VLDL à triglycérides dans le foie et il constitue des phospholipides membranaires, c'est-à-dire les phospholipides, la couche de la membrane plasmatique, elle est constituée donc en partie d'acides oléiques, donc d'acides gras monoinsaturés. Maintenant, pour les acides gras polyinsaturés, ceux-là, on les appelle acides gras essentiels. C'est deux grandes familles, les oméga 3 et les oméga 6. Ceux-là, si on ne les a pas par le biais de l'alimentation, l'organisme ne peut pas les fabriquer. Et ils sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, vous avez l'acide linoléique de la famille des oméga 3 et l'acide alpha-linolénique de la famille des oméga 6. Ils sont indispensables. Ça, c'est des indispensables, c'est-à-dire qu'on doit les apporter par l'alimentation. Après, vous avez d'autres qui sont conditionnellement indispensables, c'est-à-dire qui sont indispensables si le substrat, si le précurseur n'est pas disponible. Je m'explique. Par exemple, donc vous avez l'acide arachidonique, EPA, DHA. Ces, ces, ces acides gras, donc EPA, DHA et l'acide arachidonique, donc l'un c'est pour les oméga 3 et les autres oméga 6, en fait, l'organisme peut les synthétiser à partir de l'acide linoléique et l'acide linolénique. Donc, si on a un apport suffisant d'acide linoléique et d'acide linolénique, ces apports-là, par l'alimentation, ne sont pas indispensables. Donc on dit conditionnellement indispensable parce que si je n'ai pas un apport suffisant en acide linoléique et acide linolénique, je dois apporter l'acide arachidonique, le PA et le DHA par l'alimentation. Voilà, donc pour situer la différence entre indispensable et conditionnellement indispensable. Les acides gras polyinsaturés sont essentiels parce que, en plus du fait que l'organisme ne peut pas les synthétiser, ils entrent dans beaucoup de fonctions essentielles à l'organisme. Par exemple, ils modulent la fluidité et l'activité des protéines membranaires. Donc, s'ils ne sont pas là, la fluidité de la membrane plasmatique, donc, elle est un peu altérée. C'est des précurseurs et médiateurs de plusieurs fonctions cellulaires. Donc, ils agissent dans l'hémostase, dans l'agrégation plaquettaire, dans l'activité neuronale et aussi dans le système immunitaire. Ce n'est pas eux qui font tout le travail, mais ce sont des précurseurs. Lorsqu'ils ne sont pas là, toutes ces, euh, toutes ces activités-là, c'est-à-dire l'hémostase, l'activité neuronale et le système immunitaire, seront altérées
par carence de ces acides gras polyinsaturés. Et aussi, le DHA particulièrement, il a des effets anti-inflammatoires au niveau du cerveau. Donc il protège un peu contre l'inflammation au niveau du cerveau. Donc voilà, ça en gros, c'est par rapport aux lipides alimentaires. Il y a aussi un point sur les acides gras trans. Bon, j'ai pas fait de diapo pour ça, mais j'explique les acides gras trans, en fait, c'est comme des acides gras insaturés, mais on a des acides gras cis et des acides gras trans. C'est comme ce que vous avez vu en chimie, je crois, en première année, donc la conformation cis et trans. C'est juste que les groupements OH, ils se situent soit en position cis, soit en position trans. Le truc, c'est que les, l'organisme, il sait reconnaître et métaboliser les acides gras en position cis. Et en position trans, il ne sait pas les dégrader. Donc c'est pour ça on dit les acides gras trans sont mauvais pour la santé parce qu'ils s'accumulent. Après, bon, récemment, il y a eu des études qui ont prouvé que les acides gras trans, d'accord, ils s'accumulent et ils ne sont pas synthétisés, mais dans le cadre d'une alimentation équilibrée, etc., l'apport des acides gras trans, il n'est pas vraiment néfaste à l'organisme. C'est vraiment lorsqu'on exagère de ces acides gras trans euh, que ça devient, comment dire, que ça devient néfaste. Donc voilà. Ça, c'était juste petite introduction sur les lipides alimentaires. Maintenant, on arrive au TP. En fait, le but du TP, c'est d'extraire les lipides à partir de deux aliments. Donc, on va faire ressortir que les lipides des autres constituants de l'aliment. Et ça, on va utiliser la méthode de Folch. Et l'identification, puis, où on va utiliser la chromatographie sur couche mince. Dans le premier TP pour les colorants, vous avez vu la chromatographie sur papier. Là, ça sera une chromatographie sur couche mince, je vais expliquer plus tard. Et donc, on a dit, on fait ça à partir de deux aliments, on fait à partir des gaufrettes et à partir des biscuits. Donc, ce qu'on fait dans le labo, c'est on va peser la même quantité. Parce que le but, à la fin, c'est de comparer la quantité de lipides dans les deux aliments. Donc, on va peser la même quantité qui est 0,5 g, soit de biscuits, soit de gaufrettes. Puis, on va les, pardon. Puis, on va les moudre et on va mettre ça dans un tube. Le tube, il faut qu'il soit en verre. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on va rajouter 3 ml de liquide de Folch. Le liquide de Folch, c'est un liquide qui est constitué de méthanol et de chloroforme. C'est un mélange des deux. Et le chloroforme et le méthanol, ils réagissent très mal avec le plastique. Donc dans ce TP, on doit utiliser toujours des... Là où vous voyez du chloroforme ou du méthanol, il faut utiliser du verre. Sinon, le plastique, il va se dégrader et il va carrément trouer le tube, le mélange chloroforme-méthanol. Donc voilà. Une fois qu'on a rajouté les 3 millilitres de liquide de Folch, on va agiter, donc on va mélanger. On va agiter vigoureusement bon, pour justement imprégner toute la poudre de biscuits ou de gaufrettes, donc de l'échantillon, avec le liquide pour justement pouvoir extraire les lipides. Comme pour les protéines quand quand on a mélangé la farine ou la semoule avec de l'eau. Puis, il y a une deuxième étape qui s'appelle le lavage du liquide de Folch, où on ajoute 1/5 du volume d'eau. Donc, 1/5 de 3 millilitres, on le rajoute. 1/5 de 3 millilitres, ça veut dire 1/5, dans 1 sur 5, ça fait 0,2. Donc, pour savoir quelle quantité rajouter, on prend 0,2 multiplié par 3 millilitres, parce qu'on a mis 3 millilitres, ça nous donne 0,6 millilitres. Donc, on devra mettre 0,6 millilitres de liquide de Folch dans le tube. Puis, on agite vigoureusement. Quand on agite vigoureusement, on va avoir une séparation du liquide de Folch en deux phases. C'est pour ça qu'on l'appelle lavage. Donc,
Ce qui se passe, c'est que euh, ce qui se passe donc avec le liquide de Folch. On sait que l'aliment, donc gaufrette ou biscuit, il contient beaucoup de choses. Donc glucides, des lipides, des protéines, des colorants, des arômes, etc. Donc beaucoup de constituants. Mais nous, dans ce TP, on s'intéresse particulièrement aux lipides. Donc on veut extraire les lipides. C'est pour ça qu'on utilise le liquide de Folch. Le liquide de Folch, on va avoir les lipides qui vont aller se solubiliser dans le liquide de Folch. Le liquide de Folch va contenir le chloroforme et le méthanol. Le chloroforme, il sert à la solubilisation des lipides. Et le méthanol, il va me solubiliser les autres constituants. Parce que si je mets les gaufrettes et tout en solution, on va avoir aussi même les glucides, peut-être les colorants, quelques protéines qui vont aller vers le liquide de Folch. Et donc le chloroforme, il va me capter les lipides et le méthanol, il va me capter les autres constituants, les glucides, les protéines, quelques protéines, des colorants, etc. Mais comme nous, on s'intéresse juste aux lipides, on sait que maintenant les lipides sont dans le chloroforme, donc il faudrait qu'on ait une méthode, une technique pour séparer ce mélange chloroforme-méthanol où je dois avoir que le chloroforme qui va me contenir les lipides, puisque maintenant le méthanol qui contient les autres constituants, je n'en ai pas besoin. C'est à cette étape que j'utilise de l'eau. Alors regardez, par exemple, donc j'ai chloroforme méthanol. Donc le chloroforme, il est soluble avec le méthanol. Donc ça va me constituer donc une solution homogène. S'ils peuvent se mélanger, ils sont miscibles. Et le méthanol, il est aussi miscible dans l'eau. C'est-à-dire si je mélange du méthanol avec de l'eau, je vais avoir aussi une solution homogène. C'est pas comme l'huile et l'eau où ils sont pas homogènes. Mais le méthanol, il a une plus forte affinité avec l'eau qu'avec le chloroforme. Ce qui fait que, bon, dans la première étape, le liquide de Folch, le chloroforme est lié au méthanol parce qu'ils sont miscibles. Quand l'eau va venir, il va se lier au méthanol. Le méthanol ayant plus d'affinité avec l'eau va relâcher le chloroforme. Et donc, on aura deux phases non miscibles. On aura deux phases comme l'huile et l'eau. On aura d'un côté du méthanol avec de l'eau et de l'autre côté le chloroforme. Le méthanol avec de l'eau, il va me contenir les autres constituants des aliments de l'échantillon. Et le chloroforme va me contenir les lipides de l'échantillon. Donc, pour séparer, on va devoir utiliser une technique. Donc là, j'ai expliqué le principe. Quand on va mettre de l'eau, ce qui va se passer. Mais cette réaction, elle prend un peu de temps pour se faire. Alors, pour accélérer la séparation, on va utiliser une technique. Bon, par exemple, pour accélérer les réactions comme fixation, élution, comme on a vu dans le TP des colorants, on utilise la chaleur pour accélérer la réaction. Là, pour accélérer la séparation, on n'utilise pas la chaleur, on utilise la centrifugation. Donc, ça, c'est un appareil qu'on appelle centrifugeuse. Donc, dans ce tube, je répète, dans ce tube, il y a notre échantillon, un mélange de notre échantillon, le liquide de Folch et de l'eau, qui ont été bien agités, puis on va les mettre dans une centrifugeuse. Alors, la centrifugeuse, c'est un appareil où on met des tubes, l'un en face de l'autre, et pour équilibrer le poids, donc on doit les mettre l'un en face de l'autre. Et ce qu'elle fait, la centrifugeuse, c'est qu'elle va tourner à très grande vitesse. Vous pouvez avoir des centrifugeuses qui tournent à 1000 tours par minute et des centrifugeuses qui tournent jusqu'à 15 000, 20 000 tours par minute. Pourquoi? C'est pour séparer les molécules donc, du plus dense au moins dense. Le plus dense va se retrouver en bas, le moins dense va se retrouver en haut. Et ça utilise la force centrifuge, c'est-à-dire une force
qui va partir du centre, centrifuge, c'est-à-dire elle fuit le centre. Donc c'est une force qui part du centre vers l'extérieur et elle va me pousser avec elle les molécules selon leur densité. Plus une molécule est dense, plus elle va se retrouver au fond du tube. Donc, grosso modo, c'est le principe de la centrifugation. C'est exactement comme par exemple la machine à laver quand elle essore le linge, elle tourne à très grande vitesse et qu'est-ce qui va essorer? C'est la force centrifuge qui va pousser l'eau vers l'extérieur de la machine. C'est comme ça que la machine essore l'eau. Donc c'est le même principe. C'est par centrifugation qu'elle fait ça. Bon, là c'est pas pour essorer, c'est pas pour éliminer, mais c'est pour séparer les molécules. Donc par rapport à la densité. Donc dans ce TP, on va centrifuger pendant 5 minutes à 2500 tours par minute. Et une fois qu'on aura centrifugé, on va obtenir donc la séparation des phases, où on aura donc nos 1 tiers de méthanol plus eau, notre poudre, la poudre des gaufrettes ou des biscuits, et en bas, on aura le chloroforme. Le chloroforme se retrouve en bas et le méthanol en haut. Pourquoi? Parce que le chloroforme est plus dense que le méthanol. Si vous mettez par exemple l'eau et de l'huile, on va avoir donc de l'eau en bas et de l'huile en haut parce que l'eau est plus dense que l'huile. Le chloroforme est plus dense que le mélange méthanol-eau, donc il se retrouve en bas. Donc, maintenant, je vous pose une question. De ces deux liquides, il y a l'un d'entre eux qui va contenir les lipides. Lequel? Donc, je l'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un peut me répondre? Laquelle de ces phases va me contenir les lipides? Le chloroforme, madame. Très bien, c'est le chloroforme qui va contenir les lipides. Et là, euh, donc on doit prendre tout ce chloroforme, on doit le mettre dans un tube pour avoir les lipides. Maintenant, regardez par rapport à la coloration du tube. J'ai utilisé la coloration normale. C'est juste que j'ai mis en gris ce qui, en TP, va être transparent. Donc, le chloroforme avec les lipides va être transparent, la poudre, elle va être marron, et le méthanol avec de l'eau va être jaune. Pourquoi jaune? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé plusieurs fois en TP, c'est que les étudiants pensent que c'est la phase qui est jaune qui va contenir les lipides. Parce qu'on a en tête que les lipides, c'est jaune, comme l'huile par exemple. Donc, ils ont tendance à prendre cette partie méthanol plus eau parce qu'elle est jaune, donc pour eux, c'est elle qui contient les lipides. Elle est jaune, mais c'est pas parce qu'elle contient des lipides. Qu'est-ce qui donne la couleur jaune au méthanol et l'eau? Et j'ai dit, le méthanol à la base, il est transparent comme l'eau. Mais j'ai dit que le méthanol va me contenir les autres constituants des échantillons. Qu'est-ce qui lui donne cette couleur jaune, marron, par exemple? C'est quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'on utilise pour fabriquer un aliment donné? Par exemple, les biscuits, les colorants. Alors, ça peut être soit les colorants, soit du caramel. C'est-à-dire, lorsqu'on parce que lorsqu'on va cuire un gâteau, c'est les sucres à l'extérieur qui vont caraméliser, c'est eux qui vont me donner la couleur un peu, comment dire, euh, la couleur marron d'un biscuit. J'ai perdu le mot. Donc c'est soit des colorants, mais dans le contexte du biscuit et des gaufrettes, c'est plutôt du caramel qui donne cette couleur. Et comme j'ai dit, le méthanol va contenir le sucre et les autres constituants. Donc il y aura aussi des colorants qui vont se mettre en haut. Bon, ça c'est la parenthèse. Donc maintenant, on a dit le chloroforme, c'est lui qui va me contenir les lipides. Donc je dois séparer, donc je dois extraire le chloroforme
de ce tube. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide d'une seringue, je vais introduire une seringue jusqu'au chloroforme et je vais aspirer tout le chloroforme en faisant attention à ne pas prendre avec moi ni de la poudre ni du méthanol. Donc je vais aspirer tout le chloroforme. Ce chloroforme, c'est 2 millilitres. Vu que j'ai mis 3 millilitres de liquide de Folch, qui a un tiers de méthanol plus 2 tiers de chloroforme. Et je vais les mettre dans un tube. Toujours un tube en verre. Maintenant, pour connaître la quantité, j'ai 2 millilitres de chloroforme qui contiennent des lipides. Comment je fais, à votre avis, pour connaître combien il y a de lipides à l'intérieur? J'ai un volume de chloroforme, 2 millilitres. Et on a un mélange de lipides à l'intérieur du chloroforme. Comment je pourrais savoir combien de lipides il y a à l'intérieur du chloroforme? On devra éliminer le poids du chloroforme. Comment on élimine le chloroforme? En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va faire évaporer le chloroforme. Donc, on va laisser le chloroforme, il s'évapore. Et une fois évaporé, on va avoir un résidu de lipides. C'est comme pour l'eau. Par exemple, si vous mettez de l'eau à bouillir. Si vous laissez toute l'eau s'évaporer, comme par exemple maintenant en hiver, il y a beaucoup de gens chez eux qui mettent de l'eau, un récipient avec de l'eau au-dessus du chauffage pour humidifier l'air. Quand toute l'eau va s'évaporer, vous trouverez du calcaire, enfin des minéraux. Donc, et ces minéraux-là, vous pouvez aller les peser, vous saurez combien il y a de minéraux dans l'eau, par exemple. Avec le même principe, on va prendre le chloroforme, on va le laisser s'évaporer et il ne restera que les lipides en bas. Et on va peser ces lipides. D'accord? Donc, je vais prendre un tube vide et je vais le peser d'abord. Je vais peser le poids du tube vide. Ensuite, à l'aide, j'ai dit, d'une seringue, je vais mettre le chloroforme à l'intérieur du tube. Puis, je vais laisser évaporer. Je vais pas laisser évaporer à température ambiante parce que ça va prendre beaucoup de temps. On va utiliser ce qu'on appelle une étuve. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le jour du TP, au fond de la salle, il y a des étuves. Donc, c'est comme ça. C'est une étuve ventilée. On la, on la règle à n'importe quelle température qu'on veut, entre 20 et 200 degrés. Et on met nos échantillons à l'intérieur et on laisse faire les choses. Donc, on va mettre notre échantillon à l'étuve à 100 degrés. Comme ça, pendant quelques heures, on va avoir une évaporation de tout le chloroforme. Et à la fin, j'aurai un tube qui contient juste le dépôt lipidique. Ce même tube, je l'ai pesé vide. Maintenant, je vais le peser avec la goutte de lipides. Et je vais faire la soustraction. Donc, poids avec lipides moins poids vide me donne le poids du lipide. Donc, quantité de lipides, c'est P1 moins P0. P1, c'est le poids du tube avec la gouttelette, moins P0, c'est le poids du tube vide que j'ai pesé avant de mettre le chloroforme. Et ça va me donner L grammes, bon, quantité de lipides, j'ai mis grand L. Donc, ça va me donner L grammes de lipides dans 0,5 grammes d'aliments. Parce qu'à la base, j'ai pesé 0,5 grammes. Donc, tout ce que je trouve comme quantité de lipides, elle est présente dans 0,5 grammes d'aliments. Si je veux savoir combien de pourcentage ou quelle est la teneur de, des lipides, je vais prendre dans 100 grammes d'aliments, je vais faire une règle de 3. Le L gramme, je l'ai trouvé dans 0,5.
Maintenant, la teneur que je cherche, qui est grammes dans 100 grammes, donc ça va être grammes dans 100 grammes d'aliments. Et donc, je vais faire la règle de 3 pour obtenir la teneur, qui est soit en grammes par 100 grammes, ou bien une teneur en pourcentage. Voilà, ça c'est pour la quantification des lipides. Donc, première partie, c'était pour quantifier, connaître la quantité de lipides qu'il y a dans chaque aliment. Après, le but du TP et RIA, c'était de comparer aussi entre euh, le, le- les lipides présents dans les gaufrettes et les biscuits. Donc, on va comparer entre les deux. Après, la deuxième partie, c'est de les séparer. Cette gouttelette lipidique, qu'est-ce qu'elle contient à l'intérieur? Donc, quelles sont les classes lipidiques qui sont contenues à l'intérieur? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tube avec la quantité de lipides, je vais la solubiliser, c'est-à-dire je vais lui rajouter du chloroforme. Vous vous rappelez, les lipides, ils étaient solubles dans le chloroforme. Moi, j'ai fait évaporer le chloroforme pour connaître la quantité. Maintenant, j'ai besoin d'une solution qui contient des lipides. Donc, je vais rajouter 1 millilitre de chloroforme pour solubiliser ces lipides. Ensuite, je vais prendre la couche mince. On va faire une chromatographie sur couche mince. La chromatographie sur couche mince, pourquoi couche mince? En fait, parce qu'on prend, ça c'est une plaque en verre et elle va me constituer la phase stationnaire. Donc, je prends une plaque en verre qui contient, qui est 20 cm sur 20 cm, elle est carrée, et je vais mettre dessus, je vais étaler du gel de silice. Le gel de silice, lui, il est étalé en une très fine couche. Vraiment très peu juste même pas 1 millimètre d'épaisseur. C'est pour ça qu'on appelle chromatographie sur couche mince. Parce que la phase stationnaire, c'est pas la plaque en verre. La plaque en verre, c'est un support. Le gel de silice étalé sur la plaque en verre me constitue la phase stationnaire. Et le gel de silice, il est étalé en une fine couche. C'est pour ça qu'on dit couche mince. Sur cette plaque 20 sur 20, donc on va tracer une ligne de dépôt virtuelle. Pourquoi virtuelle? Parce que le gel de silice, une fois, une fois qu'on le met, ensuite il va sécher et ça va devenir de la poudre posée dessus. Donc si je trace, comme par exemple la chromatographie sur papier, si je trace, je vais faire donc un trou, je vais enlever du gel de silice. La ligne de dépôt virtuelle, ça veut dire que je vais placer un truc au-dessus sans toucher la plaque. Ça va être une sorte de règle avec laquelle je vais voir où je vais déposer mes échantillons. Puis, je vais déposer des échantillons. Alors là, j'ai plusieurs tubes. Ces tubes-là, on les appelle des standards. Les standards, c'est-à-dire, bon, mon échantillon, il contient des lipides. Un mélange de lipides. Je ne connais pas lesquels. Donc, ce que je vais faire, j'ai plusieurs standards purifiés de lipides. J'ai par exemple un tube qui ne contient que des triglycérides, un tube qui ne contient que du cholestérol, un tube qui ne contient que des phospholipides, un tube encore qui ne contient que des monoglycérides, des diglycérides ou des acides gras libres. Chaque tube ne contient que une seule classe de ces lipides. Et à partir de chaque tube, je vais faire un point de dépôt avec la même technique et les mêmes précautions pour avoir la toute petite tache que ce qu'on a fait dans le TP des colorants. C'est le même principe pour le dépôt des petites gouttes. Et enfin, je vais déposer une goutte de mon échantillon qui est un mélange de lipides. Ce qui va se passer, c'est que ça va migrer. Donc, je vais mettre ma plaque avec le gel et gel de silice avec les spots. Donc, j'ai déposé des petites gouttes, soit des standards, soit de l'échantillon. Je vais mettre ça dans une cuve qu'on appelle une cuve de migration. C'est-à-dire, c'est une cuve en verre et elle contient à l'intérieur du solvant de migration. C'est ça la phase mobile.
Donc la phase stationnaire, c'était le gel de silice sur la plaque. Ici, la phase mobile, c'est le solvant de migration. De la même manière que dans le TP chromatographie sur papier, le papier, c'était la phase stationnaire et la phase mobile, c'était le mélange éthanol plus eau salée. Là, c'est le solvant de migration. Le solvant de migration, il est apolaire. Il est apolaire et par rapport au fait que les lipides sont apolaires en général. Donc, on va mettre un solvant apolaire pour pouvoir faire migrer les échantillons avec. Alors, donc, on va mettre la plaque avec les échantillons en contact, vous voyez, en contact avec le solvant de migration et on va laisser le solvant migrer le long de la plaque. Il migre par capillarité, tout comme le solvant dans le TP passé a migré sur le papier par capillarité. Donc, il monte par capillarité et à chaque fois qu'il va croiser, donc dès qu'il va croiser nos, nos échantillons qu'on a posés, il va les pousser avec eux selon leur polarité. Donc, comme c'est un solvant apolaire, les lipides les plus apolaires vont migrer le plus. Ceux qui sont le plus polaires vont rester en bas. Donc, plus une classe de lipides est apolaire, plus elle va migrer vers le haut. Donc, on va aussi fermer la cuve parce que le solvant de migration est un solvant toxique et il s'évapore très rapidement. Donc, dès qu'on va mettre la plaque, on ferme la cuve, comme ça on laisse les vapeurs à l'intérieur. Et on va laisser la migration se faire. Donc, le sens de la migration, ça va être du solvant vers le haut. Donc, de bas en haut, ça va être le solvant de migration. Une fois qu'on a fait une fois la migration faite, alors si vous vous rappelez quelques diapos avant, j'ai dit le chloroforme plus lipide, c'est un liquide qui est transparent. Là, j'ai mis des spots en jaune parce que c'est juste pour que vous voyez, mais c'est transparent. Et comme c'est transparent, donc même quand ça va migrer, je ne vais pas voir le résultat. Il faut révéler ce résultat. Donc, je vais avoir une migration. À la fin de la migration, je vais avoir une plaque blanche parce que le gel de silice est blanc et les échantillons sont transparents. Donc, je vais avoir une plaque blanche. Il faut que je mette mes échantillons dans ce qu'on appelle une cuve de révélation pour colorer mes échantillons et voir où est-ce qu'ils se placent. Donc, ce que je vais faire, la cuve de révélation dans les lipides, elle contient des cristaux d'iode. Alors voilà une image qui contient des cristaux d'iode. Donc, l'iode aussi, il est très volatile et donc toujours utiliser une cuve qu'on peut fermer pour ne pas respirer les vapeurs d'iode. L'iode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir avec les lipides et il va me développer une coloration jaune-marron selon la concentration de lipides. Plus il y a de lipides, plus ça devient marron. Moins il y a de lipides, plus c'est jaune. C'est plus vers le jaune clair. Donc, je vais placer ma... Là, c'est faux, j'aurais pas dû mettre tous ces points jaunes parce que normalement, ils ont déjà migré. Une fois qu'ils ont ils ont déjà migré, je vais venir les mettre dans la cuve de révélation et surveiller jusqu'à ce que je vois les taches marron apparaître là où il y a des lipides. Donc toujours, je ferme la cuve et je laisse la révélation se faire. À la fin, je vais avoir un résultat à peu près comme ça. Ce résultat, donc, c'est la plaque en verre avec le gel de silice et mes échantillons qui ont migré. Donc là, je vous ai dit, les 6 premiers spots sont issus de tubes qui sont purs. Donc triglycérides purs, cholestérol pur, phospholipides purs. Donc c'est vraiment un seul point qui va migrer parce que c'est une seule classe de lipides. Vous voyez par exemple les triglycérides sont la classe lipidique qui est la plus apolaire, qui n'a pas un pôle hydrophile hydrophobe. Donc c'est les plus apolaires, donc c'est eux qui migrent le plus vers le haut. Et les phospholipides sont les plus polaires.
D'ailleurs, phospholipide, il a un pôle, c'est une molécule, on dit amphiphile, qui a un pôle euh, lipo, qui a un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe. C'est les plus polaires. Les phospholipides sont tellement polaires que le solvant n'a pas pu les entraîner, ils sont restés au point de dépôt. Donc, là, et vous voyez, selon la polarité des molécules, chaque molécule a migré plus ou moins vers le haut. Et ensuite, je viens vers mon échantillon ici, que j'ai déposé. J'ai dit l'échantillon, c'est un mélange de plusieurs classes lipidiques. Et à partir de là, je peux tracer et voir quelles sont ces classes lipidiques. C'est à ça que ça sert tous ces échantillons, tous ces standards. Parce que si je n'avais pas mis de standard, par exemple, si je n'avais pas mis de standard, donc je vais effacer tous ces standards-là et je vais avoir que cet échantillon-là. Je vais avoir plusieurs tâches, mais je ne pourrai pas savoir à quoi correspond chacune des tâches. Alors que là, avec les standards, regardez, ils migrent tous de la même manière. Donc si j'ai des triglycérides dans les échantillons, il va migrer au même point que l'échantillon. J'ai des acides gras libres qui vont migrer au même point que les acides gras libres purs. Idem pour les diglycérides, les monoglycérides, le cholestérol et et les phospholipides qui sont restés au point de dépôt. Donc à partir de là, en utilisant les standards, je peux comparer où a migré chaque goutte pour identifier les différentes tâches que j'ai. Donc je sais que mon échantillon contient des triglycérides, des acides gras libres, des diglycérides, un peu de monoglycérides, très peu de cholestérol et des phospholipides. C'est une technique aussi semi-quantitative parce que vous voyez que la taille des tâches, elle diffère selon la concentration. Donc, par exemple, on a dit en première partie dès l'introduction que les lipides alimentaires sont constitués à 95% de triglycérides. Et là, on voit une très grande tâche de triglycérides. L'échantillon contient très peu de cholestérol, donc on voit une tache minuscule de cholestérol, un peu de diglycérides, un peu de monoglycérides et un peu de phospholipides. Donc c'est comme ça qu'on arrive à interpréter la chromatographie sur couche mince. Donc ça, j'ai essayé de vous montrer le plus possible comment on fait donc là, c'est l'extraction des lipides alimentaires et leur séparation. L'extraction à l'aide de la méthode Folch est vraiment ce qu'on peut faire en laboratoire euh, par rapport au TP. Mais dans les laboratoires agroalimentaires et tout, ils utilisent une autre technique qui est beaucoup plus déjà longue et coûteuse en appareil et en réactif. Et donc, on ne peut pas la faire en TP. C'est pour ça qu'on fait cette méthode qui est simplifiée. Et donc, je vous ai montré aussi comment faire pour identifier les lipides, savoir quel type de lipides j'ai dans mon échantillon. Par chromatographie sur couche mince, c'est elle qui va me séparer les différentes classes lipidiques et je les reconnais en faisant migrer en même temps des standards et comparer leur migration avec mon échantillon. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le TP. Je rappelle, vous aurez une semaine, donc je vais uploader tout de suite la séance, l'enregistrement sur YouTube pour les autres qui n'ont pas assisté. Et je vais vous envoyer par le biais de la déléguée le compte rendu type. Et vous aurez bien sûr une semaine, donc jusqu'à mercredi prochain, pour rédiger un compte rendu en répondant aux questions. S'il vous plaît, suivez les questions parce que le barème, il est détaillé. Dans le compte rendu 1, j'ai trouvé plusieurs sous-groupes qui ont perdu des points juste parce qu'ils n'ont pas suivi le compte rendu type. Donc, chaque partie du compte rendu est notée. Si je ne trouve pas la partie, c'est un zéro pour cette partie-là. Et je répète, pas de copier-coller et surtout, pas de compte rendu en double. Vous travaillez bien sûr en sous-groupe,
les mêmes sous-groupes que vous aviez eus lors du TP. Vous travaillez donc ensemble et vous avez donc une semaine pour me remettre le compte rendu. Si vous avez maintenant des questions, vous me les posez. Et si vous ne les avez pas maintenant et que vous avez des questions au cours de la semaine, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je vous réponds à vos questions. Donc, je vous demande si vous avez des questions concernant ce TP maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous libère. Je vous souhaite bon courage, bonne journée et puis à mercredi pour le compte rendu. Voilà.